En remerciant Madame Hélène Millet et Jean-Baptiste Lebic. Madame Millet est directeur de recherche, si je ne me trompe pas, au CNRS et a orienté ses travaux sur les élites religieuses, pour faire peut-être simple. Voilà. Et elle a la gentillesse de prendre sur un emploi du temps qui est chargé pour venir nous en parler. Et elle a eu l'heureuse idée d'associer Jean-Baptiste Lebic, qui lui est ingénieur de recherche à l'IRHT, de l'associer de manière à avoir un dialogue à deux voix qui se répondent d'un point de vue un petit peu scientifique et austère et un petit peu scientifique mais plus imagé et plus coloré. Et je les remercie encore tous les deux à l'avance. Oui, oui, oui. Eh bien, c'est plutôt à moi de remercier les amis de la Montagne Sainte-Geneviève de me donner l'occasion de parler d'un ami très cher, de longue date, Jean de Crépon, qui est venu sous le feu de la rampe, je puis dire, en 2001, alors que, comme vous le savez naturellement, mon ami et collègue archéologue Marc Viret, au cours des fouilles qu'il menait au lycée Henri IV, en 2001 donc, a mis au jour une série de 4 dalles funéraires, dont l'une de calcaire est tout à fait remarquable, ne serait-ce que par ses dimensions. Vous la voyez, ici, elle vous est présentée. Elle mesure 2,70 m de longueur, 1,45 m de largeur, elle a 12 cm d'épaisseur et, selon l'évaluation de Marc Viret, elle devrait peser plus d'1 tonne. Elle se trouve donc dans une salle du lycée Henri IV qui a été identifiée comme étant l'ancienne chapelle de la Miséricorde de l'abbaye Sainte-Geneviève. Elle recouvre donc le corps d'un clerc, ainsi qu'en témoignent l'effigie gravée sur la dalle, dont l'inscription latine qui court tout autour, sauf sur le haut de la dalle. Donc cette inscription latine dévoile l'identité, malgré quelques lacunes qui ne permettent pas de la lire dans son entier. Alors, cette inscription dit ceci, je vous la donne en traduction française. Ici, une lacune, ou doit être probablement ici J, et un adjectif, et prudente et vénérable personne, maître Jean de Crépon, conseiller du roi aux requêtes, docteur en décret de la divine sentence et licencié en loi, chantre et chanoine d'Avranches et chanoine des églises de Coutances, Bayeux et Rouen. Encore une lacune, un mot qui se termine par il, I2LE, dans la patrie, encore une lacune, puis une date qui doit être celle du décès, 1420, 25 novembre, Requiescat in pace, Amen. Cette épitaphe est comme un résumé, elle assume la fonction d'épitaphe, elle nous donne le nom du personnage qui est inhumé, elle nous dit sa fonction, ses grades universitaires, ses bénéfices ecclésiastiques, probablement des informations sur son origine, ce sont elles qui ont le plus souffert, et une date, sa date de décès. C'est à la fois beaucoup et trop peu pour satisfaire la curiosité, mais parfaitement suffisant pour identifier cette prudente et vénérable personne,
dans les sources écrites du dernier tiers du XIVe siècle et du début du XVe. Et ces sources sont particulièrement nombreuses, c'est là notre chance. Elles permettent de restituer, sinon une vie entière dans ses détails, il ne faut tout de même pas rêver, du moins la carrière, les intérêts et la surface sociale d'un homme qui n'était pas une étoile de première grandeur, mais qui a compté parmi les personnalités intellectuelles de son temps. Il est d'ailleurs nommé une fois par le chroniqueur le plus prestigieux de l'époque, le chantre de Saint-Denis, qui fut le biographe du roi Charles VI. Une telle citation dans cet ouvrage équivaut à un brevet de notabilité. Les sources nous permettent aussi de comprendre pourquoi ce clerc séculier fut inhumé dans une institution de chanoines réguliers à Paris, loin de ses bénéfices normands. Alors, je vais donc vous le présenter successivement sous sa facette donc de clerc séculier normand, de juriste, professeur de droit canonique à l'Université de Paris, puis faire le point sur la manière dont il nous apparaît à la fin de sa vie. Alors, c'est un clerc séculier normand que nous connaissons par un premier document qui est une supplique adressée au pape Urbain V en 1364, par le roi de Navarre, le roi Charles II de Navarre, dit le Mauvais par l'historiographie, et qui présente donc Jean de Crépon, un parent consanguin d'un baron et chambellan de ce roi, Jean de Friscamp, et il le présente parce que ce Jean de Crépon souhaite détenir un bénéfice ecclésiastique cum cura, avec charge d'âme, et il n'a pas l'âge requis. Il est dans sa 19e année. Il lui faut donc une dispense pour cela. Ce document nous donne donc une date de naissance pour Jean de Crépon, ce qui est providentiel pour les personnes de cette époque, dont généralement on ignore totalement à quel moment elles ont pu naître. Vu qu'il était dans sa 19e année en 1364, en mars 1364, on peut présumer qu'il est né aux alentours de 1344-1345. Par ailleurs, les pièces originales de la Bibliothèque nationale, où sont conservés les titres nobiliaires qui étaient produits dans le cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, par les grandes familles de France, donc, il y a un dossier Crépon. Et il y a un dossier Crépon qui nous permettent qui nous font connaître un certain nombre de personnes de cette famille. Et parmi eux, il y a quelqu'un qui doit probablement être le père de Jean de Crépon. Je dis probablement parce que Jean de Crépon, en fait, il n'y en a pas qu'un. Il y en a plusieurs, des Jean de Crépon. Et il faut donc se montrer prudent quand on ne sait que Jean de Crépon. Cela peut être un autre individu, cela peut être le mari d'une femme qui a été un de ses exécuteurs testamentaires. Cela peut être aussi un autre Jean de Crépon qui est plutôt de la génération d'avant de son père, qui fut lieutenant du vicomte d'Avranches en 1358 et qui avait un écu voisin du sien, on le connaît. Le sien, le voici, il est présenté là à l'envers. Il figure aux quatre coins de sa pierre tombale et vous le voyez, il se compose donc de 3 couronnes de feuilles qui sont parfois décrites comme des quintefeuilles. Ce sont effectivement des fleurs à 5 lobes. Donc, notre Jean de Crépon, celui de la dalle du lycée Henri IV, est probablement fils de Gérard.
Gérard qui a été repéré comme vicomte de Valognes, d'abord pour le compte du roi de France en 1353, puis ensuite, entre 1354 et 1371, probablement de façon continue, pour le compte du roi de Navarre, qui détenait cette partie de la Normandie à cette époque. Il y a également d'autres Jean de Crépon qui font partie de cette famille, un Yvon, un Aubert, et ils sont tous titulaires d'office. Nous sommes donc là en présence d'une famille de la petite noblesse normande, du Cotentin plus précisément. Ces biens confirment ce diagnostic, puisque tout ce que l'on connaît qui lui a appartenu est en Normandie, à l'exception d'une maison qu'il possédait en bordure du cimetière de Saint-Étienne-du-Mont et donnant sur la rue des Amandiers. Maison qui nous rapproche, elle, donc, de Sainte-Geneviève. Mais donc, à l'exception de cette maison, tous les biens qu'on lui connaît se trouvent en Cotentin. Ils ont été repérés par Jean Durand de Saint-Front dans un catalogue des aveux qu'il a dressé il y a une cinquantaine d'années, les aveux de Cotentin, et ces aveux nous font nous promener tout autour de la péninsule. Vous avez d'abord le fief de Rochefort en Brucheville, près de 40 ans. Alors, le stylo. Si, voilà, ça y est. Donc voilà, vous avez 40 ans ici, et Rochefort en Brucheville se situe à peu près ici. Vous avez Saint-Germain de Tournaudut, près de Valognes. Flottementville en La Hague, qui se situe à peu près ici. Baudreville, près de la Haie du Puy. Et la plus importante de toutes, puisque signalé dans son épitaphe, cela j'ai pu le restituer parce que cette épitaphe est ici très proche de l'inscription qui figure à l'obituaire de Sainte-Geneviève également. Il était donc seigneur d'Audouville-la-Hubert, près de Sainte-Mère-Église. On lui connaît également des rentes qui ont fait l'objet de quittances qui se trouvent aux pièces originales de la Bibliothèque nationale et qui portent, 3 d'entre elles au moins, des exemplaires de son sceau. Qui sont exactement identiques à cet écu qui figure sur sa plaque, sa pierre tombale. Ces rentes, il les percevait sur les moulins de Mortain. Mortain qui est, donc ici, la ville la plus importante du diocèse d'Avranches après Avranches même, et qui était entre les mains du roi de Navarre, comte d'Évreux, comte de Mortain. Et il percevait également des revenus sur la vicomté de Coutances, diocèse qui était celui de son origine, puisque donc on sait qu'il était clerc du diocèse de Coutances, autrement dit qu'il était entré dans les ordres dans ce diocèse. Il était entré dans les ordres, il avait ensuite progressé dans la carrière ecclésiastique. C'est un peu difficile d'être affirmatif en ce qui concerne sa progression dans les ordres ecclésiastiques eux-mêmes, car la première supplique dont je vous ai parlé, et qui est le premier document qui nous le fait connaître, le désigne comme prêtre, ce qui est tout à fait étonnant, alors qu'il était dans sa 19e année, qu'il n'avait donc pas l'âge requis pour être prêtre, qui était 25 ans. Et de fait, des documents ultérieurs, d'autres suppliques, notamment en 1379, nous le montrent comme diacre. Et je crois que là, c'est plus sûr. Peut-être d'ailleurs a-t-il ultérieurement progressé ensuite dans ces ordres ecclésiastiques, car il fut curé d'une importante église en pays de Caux. Et cela en 1394. Mais en fait,
Le bénéfice qui est celui de sa jeunesse, du moins nous l'avons repéré à partir de 1391, et on sait qu'il le détint au moins jusqu'en 1415, donc probablement jusqu'à sa mort, c'est une chapellenie qui, comme tous ces bénéfices intitulés chapellenie, nous ne pouvons pas en connaître véritablement l'importance financière. Il y en a de très lucratives, il y en a de très modestes. Celle-ci, je ne sais pas quelle elle était, mais en tout cas, elle nous mène au château de Gavray. Château de Gavray, toujours à Cotentin donc, et à la chapelle Saint-Louis de ce château. Or, ce château était une des résidences habituelles du roi de Navarre, Charles II, alors qu'il était dans ses possessions normandes. Donc, nous le voyons bien ancré à Gavray, et en 1394, période de son existence où il est déjà bien assis, c'est là que nous le découvrons pour la première fois, chanoine et chantre d'Avranches. Il est aussi au même moment, et de façon, il cumule ses bénéfices, bien entendu, mais c'est tout à fait normal et habituel à l'époque. Il est aussi chanoine de la collégiale de Mortain et curé d'une église de Saint-Valery-en-Caux. Voilà, c'est par ici, enfin, c'est pas Saint-Valery-en-Caux même, mais dans le canton de Saint-Valery-en-Caux, Manneville-Flins. Donc, vous le voyez, en 1394, il a déjà des bénéfices confortables, mais si l'on en croit sa pierre tombale, donc en 1420, date de son décès, près de 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, il a considérablement progressé, puisque, nous dit son épitaphe, il était alors chanoine de Coutances et Bayeux et chanoine de Rouen. Or, ces assertions me paraissent, enfin, je suis certaine qu'il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, du moins pour ce qui est du chapitre de Rouen. Il est certain qu'il ne fut jamais paisible possesseur d'une prébende au chapitre de Rouen, et qu'il fut simplement reçu, ça c'est sûr, en 1416, en vertu de ce que l'on appelle une grâce expectative, c'est-à-dire que ça lui donnait le droit d'attendre qu'une prébende se libère. Mais cette prébende s'est libérée, mais elle fut également revendiquée par plusieurs compétiteurs. Et Vincent Tabague, qui a étudié le chapitre de Rouen, est formel, il a vu le document qui, en 1421, à la mort de Jean de Crépon, explique que le procès n'avait pas été réglé, il n'avait pas pu entrer en possession d'une prébende. Donc, l'épitaphe nous le dit, chanoine de Rouen, chanoine de l'église de Rouen, c'est vrai canoniquement parlant, mais il n'était pas chanoine prébandé, et ça fait toute la différence. L'épitaphe nous le dit aussi, chanoine de Coutances et Bayeux, dans la même foulée, et du coup, méfiance. Méfiance qui, là, malheureusement, ne peut pas être confortée ni niée, car les travaux sur les chapitres de Bayeux et de Coutances ne permettent pas de savoir si réellement il fut chanoine prébandé de ces deux cathédrales. En tout cas, Jean de Crépon n'a pas été qu'un clerc titulaire de bénéfices ecclésiastiques dans la vie. Il fut aussi un professeur de droit canonique, et ce, à l'Université de Paris, ce que son épitaphe ne précise pas. Alors, quelles sont les études qui lui ont permis de parvenir là? Eh bien, naturellement, il fait des études en art, et on peut présumer, d'après la première supplique dont je vous ai parlé, qu'il fit ses études d'art dans l'orbite de Sainte-Geneviève, dont le chancelier était habilité à délivrer la maîtrise s'art au sein de l'Université de Paris. On peut présumer donc qu'il fit ses études dans l'orbite de Sainte-Geneviève, car le mandement qui
répond à la supplique, est adressé à l'abbé de Sainte-Geneviève et lui donne la possibilité de voir cette grâce, cette dispense d'âge, moyennant examen dans le cadre de Sainte-Geneviève. Donc, vous le voyez, ces attaches qui l'ont fait finalement terminer son séjour, plus exactement, donc souhaiter être inhumé dans cette abbaye, remontent à son jeune âge. Et pour la suite de ses études, on ne dispose de renseignements que 15 ans plus tard. Il a donc alors 34 ans. Nous sommes en 1378-1379, une année qui est très riche en rôle de supplique, toujours elle, déposée par les puissances de l'époque, car en 1378, nous sommes l'année de l'ouverture du grand schisme d'Occident, c'est-à-dire de la querelle qui a conduit à se disputer le siège de Pierre, deux prétendants, l'un romain, l'autre qui est venu finalement s'installer en Avignon, et ce schisme a partagé la chrétienté en ce que nous appelons deux obédiences, deux camps, si vous voulez, deux camps rivaux, schisme qui a perduré jusqu'en 1417. C'est donc dans ce contexte que Jean de Crépon a mené pratiquement toute son existence. Et en 1300, enfin toute son existence, le temps où il a compté dans la vie. Et donc en 1378-1379, il est présenté au pape d'Avignon, qui est celui que reconnaît le royaume de France, celui que reconnaît le roi de Navarre, par deux universités, celle d'Orléans et celle de Paris. Sur le rôle de l'université d'Orléans, il est déclaré licencié en droit civil. Et sur celui est également bachelier en droit canonique. En 1379, sur le rôle de l'université de Paris, il est effectivement présenté comme menant à l'époque ses études en droit canonique. On peut donc présumer qu'il fit d'abord des études en droit civil à Orléans. Le droit civil n'était pas enseigné à Paris, il fallait donc aller forcément ailleurs, faire ses classes en loi. Puis, il vint à Paris pour étudier le décret, le droit canonique, et finalement devenir docteur à une date qui est au plus tard 1385, c'est-à-dire qu'il avait 40 ans à l'époque. Alors vous allez me dire, mais voilà, un cursus qui n'est pas extrêmement brillant. Vraiment, il lui a fallu 20 ans pour devenir, on le voit, qui est aux alentours de la maîtrise Essart en 1364, et ça n'est que 20 ans après qu'il décroche son doctorat en décret. Eh bien, là, il faut savoir que les clercs qui ont eu des carrières relativement étalées dans le temps sont finalement beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Et dans le cas de Jean de Crépon, il a pu y avoir une interruption dans ses études, notamment en après 1371, une époque où précisément celui qu'on peut présumer être son père, Girard, disparaît de la scène. Donc peut-être des difficultés économiques l'ont fait interrompre ses études, peut-être aussi qu'il fut pris dans les problèmes navarrais. Car à Orléans, il est certain, l'enchaînement des faits rend ceci certain, qu'il fut très proche d'un autre Normand, Jean Beaufesse, qui était lui originaire d'Évreux, et qui fit donc des études de droit civil à Orléans, pardon, et Évreux, donc vous voyez, Évreux, possession
roi de Navarre également, comte d'Évreux, et qui, lui, était tellement partisan du roi de Navarre qu'à une époque où Navarre et France étaient en conflit permanent, Jean Beaufesse est repéré par les Orléanais comme un partisan navarrais, sorti, molesté, et il s'ensuit un procès en Parlement de Paris. C'est ainsi qu'on sait qu'il faisait ses études à Orléans à cette époque-là, en 1364. Or, ce Jean Beaufesse, nous le voyons plus tard, à la fin de la vie de Jean de Crépon, comme un ami très proche. Donc, peut-être pris dans l'engrenage des problèmes navarrais, peut-être avec des problèmes financiers, le voilà qui est vraiment consacré comme spécialiste de droit canonique en 1385 et qui devient dans la foulée immédiatement professeur régent, c'est-à-dire titulaire de sa chaire, à l'Université de Paris. Et cette fonction, il la gardera tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie, puisque l'année même de sa mort, de son décès, en 1420, au mois de mars, alors qu'il avait 76 ans, on le voit présenter des étudiants à la licence. Cette longévité est tout à fait remarquable. Et les documents nous le présentent tout à fait régulièrement, absolument. Ils jalonnent toutes les années entre 1385 et 1420. On voit qu'il enseignait dans une maison qui portait l'enseigne de l'écu de Savoie et qu'il avait en 1416 parmi ses étudiants un jeune homme célèbre, Robert Jolivet, qui s'est fait connaître pour être le partisan, l'abbé du Mont-Saint-Michel, partisan des Anglais. Donc, nous le voyons dans ses fonctions de façon continue, alors que celle de mettre à la chambre de conseiller du roi, à la chambre des requêtes du Parlement de Paris, qui est annoncée dans son épitaphe, eh bien, je n'ai pas retrouvé de documents qui nous permettent de savoir quand il l'occupa et pendant combien de temps. Les spécialistes du Parlement de Paris ne soufflent le mot Jean de Crépon. Il est vrai que la chambre des requêtes est certainement celle du Parlement qui était la moins connue, beaucoup moins en tout cas que celle de la Grande Chambre et la Chambre des enquêtes. Tout ceci étant connu, je vais donc essayer d'esquisser quel a été son rôle dans la société de son temps, en dehors donc de son rôle de professeur, et dans la vie publique de l'époque. J'irai très vite sur le fait qu'il a eu une jeunesse bercée dans les affaires navarraises. Donc, je vous ai rappelé la supplique présentée par Jean de Friscan, qui était un officier qui a participé, un chambellan du roi de Navarre, qui a participé à l'assassinat du connétable Charles d'Espagne au tout début des grands affrontements entre Navarre et France. Je vous ai parlé de Jean Beaufesse, qui était son ami et qui était inquiété pour ses opinions navarraises, du fait qu'il fut chapelain du château de Gavray, résidence du roi de Navarre, et on le trouve finalement, après encore, alors que ce n'est plus Charles II de Navarre, dit le mauvais, mais son fils, Charles III le noble, qui lui est rentré dans les bonnes grâces du roi de France et du royaume de France, qu'en 1390, il est annoncé comme faisant partie des familiers de ce roi. Mais eu égard à sa position sociale, je crois pouvoir dire qu'en définitive, il a eu un engagement minimal dans les grandes affaires du temps. Ces affaires du temps étant, d'une part, le grand schisme d'Occident que j'évoquais tout à l'heure, et d'autre part, la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. En ce qui concerne le grand schisme, il faut savoir, et je l'ai noté il n'y a pas longtemps, que la résistance à l'adhésion
au pape d'Avignon, Clément VII, s'est précisément cristallisé autour du chancelier de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Et qu'il y ait eu un chancelier de l'abbaye de Sainte-Geneviève, partisan urbaniste, un chancelier de Sainte-Geneviève, pardon, partisan urbaniste jusqu'en 1382. Or, les universitaires parisiens originaires de Normandie, tels que Jean de Crépon, sont connus également pour avoir été très réticents pour adhérer au pape Clément VII, au pape avignonnais. Mais tout cela est balayé par l'obligation faite par le roi de France Charles VI en 1382 d'obéir au pape Clément VII. On ne parle plus d'urbanisme ensuite, ou de façon très sporadique. Et Jean de Crépon se trouve, après avoir été admis au doctorat et en tant que régent, pris dans les grandes affaires de l'époque, l'affaire du chancelier Blanchard, chancelier de l'Université de Paris qui a été destitué. Il a été présent lors du dépouillement d'une grande consultation organisée par l'Université de Paris en 1394 pour trouver des idées sur la manière de mettre fin à ce schisme entre les deux papes. Et en 1398, alors c'est là un grand moment pour lui et pour nous, puisqu'il est l'un des représentants de son chapitre d'Avranches à l'Assemblée du clergé réunie par le roi Charles VI pour décider si le royaume de France va faire sécession, de manière à forcer le pape d'Avignon à entrer dans une démarche d'union de l'Église. C'est évidemment une démarche, vous l'imaginez, faire sécession au pape qu'on considère comme légitime, c'est une décision qu'on ne prend pas à la légère. Et cette décision, donc, le roi Charles VI a voulu la prendre en s'entourant des opinions des ecclésiastiques les plus éminents de son royaume. C'est ainsi que 309 clercs furent appelés à voter en 1398 sur ce sujet. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a conservé les cédules de papier ou de parchemin où ils ont consigné leur opinion, leur vote. Mais c'était plus qu'un vote, ce n'était pas un vote par oui ou par non, mais leur opinion en disant « nous pensons qu'il faut faire ceci, nous pensons qu'il faut faire cela ». Et donc, l'opinion des représentants du chapitre d'Avranches, dont l'un était Jean de Crépon, a été conservée comme toutes les autres. En voici une reproduction. Et elle nous donne la signature de Jean de Crépon. Jean de Crépon, je fais passer dans vos rangs. Donc Jean de Crépon représentait le chapitre d'Avranches avec deux autres chanoines d'Avranches, Jean Baudin, qui n'était pas parmi les plus illustres, mais qui était aussi un juriste, ainsi que Jean de Boisset, qui, lui, termina évêque de Bayeux. Donc là, on se trouve dans une couche supérieure. Leur avis, en tout cas, à ces trois hommes était ferme. Il fallait se retirer totalement de l'obéissance à Benoît XIII, et cela, c'était l'avis d'un juriste parisien, enfin de juriste parisien, beaucoup plus que de Navarrais, car la Navarre, elle, a résisté et est restée beaucoup plus fidèle au pape d'Avignon. Et puis, les tractations, les ambassades, les réunions d'assemblée, les conciles se sont multipliés pour tenter de mettre fin au schisme, jusque finalement à l'épisode terminal de la réunion du concile de Constance de 1414 à 1417, qui aboutit à l'élection de Martin V, pape incontesté, sans que Jean de Crépon ne se trouve sur ce chemin une autre fois. Donc, quelle était son opinion? Qu'a-t-il pensé? De quelle façon a-t-il œuvré? Eh bien, tout se passe comme si c'était un homme de l'ombre, finalement. Pour ce qui est de la guerre civile, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble beaucoup. L'université de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon.
L'université de Paris, dans son ensemble, on le sait, est plutôt favorable au duc de Bourgogne, surtout la nation normande. Mais le seul moment, l'unique moment où on le voit agir, c'est-à-dire en juillet 1411, on le voit dans un rôle de médiateur avorté. C'est un moment où les deux parties se trouvent avoir réuni des forces armées. Les Armagnacs sont aux portes de Paris, dans toute la région d'Île-de-France et très largement en Picardie, en Orléanais. Et tandis que les Bourguignons, qui deviennent de plus en plus nombreux à Paris, s'inquiètent et veulent se fortifier dans la ville. À ce moment-là, il y a la réunion de ce qu'on peut appeler une mini-assemblée d'États, des trois États, et cette mini-assemblée d'États donne lieu à une délégation auprès du duc Jean de Berry et de la reine Isabeau de Bavière pour une ultime tentative de conciliation. Et parmi cette délégation, on voit qu'elle est composée des grands officiers de la couronne, des personnages dont on pense qu'ils sont véritablement de poids, des personnages âgés aussi, des représentants du Parlement, de la Chambre des comptes, le prévôt des marchands de Paris avec 2 bourgeois, et puis 4 professeurs de l'université, 2 théologiens, 2 décrétistes, dont Jean de Crépon. Donc cette ambassade fait de son mieux, les gens sont armés jusqu'aux dents, et évidemment, ça ne mène à rien. Ça n'empêche pas les massacres, la guerre, et le religieux de Saint-Denis, donc le chroniqueur de Saint-Denis qui nous rapporte la chose, dit que les délégués ne se sont pas illustrés dans cette ambassade, mais je crois que c'était véritablement une mission impossible. Eh bien, avec cette mission s'achève tout ce que je peux savoir, tout ce que j'ai pu savoir sur la vie publique de Crépon. Il a traversé la crise, en tout cas, apparemment sans trop de dommages, et le traité de Troyes, conclu avec le roi d'Angleterre, n'a certainement pas dû l'effaroucher. Car à la fin de sa vie, avec son testament qu'il a écrit, qu'il a dicté le 29 mars 1418, alors qu'il était peut-être malade, car il signale qu'il était sain d'esprit, mais il ne nous dit pas qu'il était sain de corps, et alors surtout qu'on était à la veille des émeutes sanglantes perpétrées par les Bourguignons à l'été 1418. Donc il y a de l'inquiétude dans l'air, il teste, et nous connaissons ce testament par un extrait, justement l'extrait qui avait été fait pour l'abbaye de Sainte-Geneviève, où sont récapitulés les laits qu'il fait en faveur de l'abbaye, où il avait élu sépulture. Donc c'était une volonté spécifique de lui-même d'être inhumé à Sainte-Geneviève. Il a désigné 13 exécuteurs testamentaires, un chiffre important qui trahit certainement l'inquiétude pour cette exécution et qui peut aussi véhiculer une symbolique, celle du collège des apôtres, qui sont 12 plus une, Marie. Or, justement, il y a 12 exécuteurs masculins et une femme parmi ces exécuteurs. Et ces exécuteurs, qui sont-ils? Eh bien, on relève 3 membres de sa famille, le mari de sa nièce et héritière, Jeanne de Crépon, qui s'appelait Guillaume, qui était chevalier, qui s'appelait Guillaume Desmolinis en latin. Je ne le traduis pas, car je ne connais pas ce personnage, et je ne sais pas s'il faudrait le traduire des moulins, de Molins, de je ne sais quoi, je ne sais absolument pas d'où il sort. On voit aussi donc qu'il avait probablement une belle-sœur, donc cette femme, exécuteur testamentaire, qui s'appelait Jeanne Forécu. Mais Jeanne Forécu, ça peut aussi se prononcer Jeanne Fortescue, si on considère qu'elle était anglaise. Et il y eut de fait un John Fortescue dans les années suivantes qui fit une très belle carrière de politologue en Angleterre.
Et il y avait aussi un autre membre de sa famille, un gendre d'une Pernelle de Crépon, connue, qui elle, cette Pernelle de Crépon, avait été bien connue pour avoir fait un important lait au Carme de Paris en 1404. Donc 3 membres de sa famille, 3 proches qui devaient vivre dans sa familia, avec lui, sous le même toit, des Normands, un chanoine d'Avranches, pour régler bien sûr sa succession à Avranches, au chapitre de la cathédrale, un procureur au Parlement pour faciliter les opérations, et puis n'oublions pas donc qu'il était lui-même conseiller aux requêtes, 2 abbés de Paris, celui de Saint-Victor et celui de Saint-Crépin-les-Soissons. Celui de Saint-Crépin-les-Soissons s'appelait Jean de Servaville, c'était encore un Normand et c'était son collègue à la faculté de Décret. Et je fais au passage une remarque, il n'y avait pas l'abbé de Sainte-Geneviève parmi ses exécuteurs testamentaires. Or, on sait que l'abbé de Sainte-Geneviève de l'époque, Raoul Maréchal, était à ce point partisan du dauphin, donc Armagnac, qu'il fut emprisonné par les Anglais en 1422. Donc, vous voyez, on se fait inhumer à Sainte-Geneviève, mais on est prudent par rapport à l'abbé. Enfin, il se fait inhumer à Sainte-Geneviève, mais reste prudent. Il y a encore une personne donc qualifiée de maître que je ne connais absolument pas, et enfin 2 membres de riches familles parisiennes, un Lempereur et Gilles Levaux, un Bourguignon, maître de la Chambre des Comptes, bienfaiteur de l'abbaye de Saint-Victor lui aussi, et l'un des plus gros contribuables parisiens. Il fallait donc aussi des hommes de finance pour régler ces affaires. Et toutes ces dispositions donnent une impression d'aisance que confirment les legs et fondations que l'on connaît, tous mentionnés le 25 novembre dans les 3 abbayes de Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Victor. À Sainte-Geneviève, il avait donc l'église sa maison, 300 livres tournois et 4 chandeliers de cuivre, pour que soient instituées 2 messes anniversaires, l'une de Notre-Dame en début de chaque mois et l'autre des Trépassés à la fin, à dire en la chapelle de la Miséricorde où il avait élu sépulture. À chaque anniversaire devait brûler 4 cierges, pesant chacun 1 livre de cire, d'où le don des chandeliers, et le couvent devait recevoir ces jours-là 10 sous pour améliorer son ordinaire. À Saint-Germain-des-Prés, son souvenir est associé étroitement à un seul et même anniversaire, à Jean Beaufesse, son ami navarrais, qui lui fit une carrière d'évêque de Dax d'abord, donc tout proche du royaume de Navarre, puis en Aragon comme évêque de Viche, puis Huesca, puis Lérida, et il meurt en 1404. Donc, à Saint-Germain-des-Prés, son souvenir est associé à celui de Jean Beaufesse. Ils donnèrent ensemble 200 livres parisis. Enfin, à Saint-Victor, c'est encore un anniversaire commun avec Jean Beaufesse, qui est créé pour eux, leurs pères et mères, leurs parents, leurs amis et bienfaiteurs. Une communauté qui a duré toute leur vie, une communauté peut-être spirituelle, certainement d'intérêt et peut-être sans aucun doute d'amitié. Donc une messe devait être chantée au Grand Hôtel, l'abbaye a reçu, outre 120 écus, des vêtements, des ornements sacerdotaux et des livres. De ceux-ci, il nous en est parvenu 2. Un exemplaire de l'encyclopédie de Barthélemy Langlais et un décret superbe dont va vous parler Jean-Baptiste Biguet. Vous jugez bien entendu comme il est plaisant de passer, lorsque tout le travail a été fait par Hélène Biguet, à qui je dois d'être intéressé de cette recherche. Alors, je vous raconte très brièvement comment cette conjonction assez remarquable s'est faite. Très peu après qu'Hélène Biguet a appris que la tombe a été découverte, elle découvre une nouvelle découverte, mais cette fois sur le photocopieuse de l'IRHT, donc une institut de recherche et d'histoire des textes où je travaille,
ma notice que je venais de tirer sur un manuscrit ayant appartenu à Jean Crépon. Et je vois apparaître Hélène, enthousiaste, à mon bureau. Et j'en étais bien sûr pas moins enthousiaste, puisque j'ai pu bénéficier, vous voyez, de toute la reconstitution de la biographie de Jean Crépon. Alors, ce manuscrit, donc il y en a deux qui sont connus, vous savez, qui ont appartenu à Jean Crépon, un manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale, et un autre, celui-ci, qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Mazarine, sous la cote 1290. Alors, pour relier ce manuscrit avec la personnalité de Jean Crépon, il faut lire, malheureusement je n'en ai pas la photo, une inscription qui se trouve au verso du folio 428, vous voyez c'est un gros manuscrit, de ce livre, et qui nous dit « Iste liber et sancti victoris parisiensis », ce livre appartient à Saint-Victor de Paris, donc je ne ferai pas l'injure aux membres de cette association de dire où se trouve Saint-Victor de Paris. Quicumque eum foratus fuerit vel alienaverit aut titulum istum deleverit natemassit, quiconque le volera, le vendra ou détruira cette inscription, que l'anathème soit sur lui, c'est la formule habituelle d'anathème que l'on trouve sur tous les manuscrits venant de Saint-Victor, formule qui généralement a été apposée au XVe et souvent redoublée encore au XVIe siècle. Mais c'est là où les choses deviennent plus intéressantes pour nous. Onc librum delirunt nobis executores defuncti magistris Joannis de Crépone, quandam decretorum doctoris. Je pense que vous avez déjà compris, mais je le traduis. Ce livre nous a été donné par des exécuteurs testamentaires de feu maître Jean de Crépon, jadis docteur en décret, c'est-à-dire en droit canonique, le droit de l'Église. Donc on vous a dit justement que vous avez été docteur régent à l'Université de Paris. Et tali conditionné, enfin de boniciptius defuncti, tali conditionné, quod nunquam vendatur aut aliqui extra poco modo concedatur, avec cette condition relative au bien du Crépon, du défunt, qu'il ne soit jamais, donc que ce livre ne soit jamais vendu ni cédé à quelqu'un d'autre, de quelque manière que ce soit. Donc, je pense que le fait que ce manuscrit ait appartenu à Jean Crépon est parfaitement établi. On en a la preuve à l'intérieur du manuscrit lui-même. Cependant, avant de revenir justement à ce qui me semble la question la plus importante pour ce manuscrit, donc savoir si Jean Crépon n'en a été que le possesseur ou s'il a été le commanditaire de cet exemplaire du manuscrit, il faut que nous regardions un petit peu le manuscrit lui-même. Alors, le texte de ce manuscrit, c'est ce qu'on appelle le décret Gratien. Alors, le décret Gratien, c'est une collection d'autorités qui est touchant le droit de l'Église, qui a été réunie par un certain Gratien et probablement toute une équipe autour de lui à Bologne vers 1140. Ce texte-là est fondateur de justement ce qu'on appelle le décret, c'est-à-dire ce droit de l'Église qui régissait non seulement les vies claires, mais aussi une partie de la vie laïque, et qu'on oppose en général au droit civil. Le droit civil n'étant pas enseigné à Paris, mais simplement à Orléans ou à Bologne ou dans d'autres villes, et le décret étant enseigné à Paris et dans d'autres villes universitaires à l'époque. La glose que vous voyez tout autour, vous voyez, le texte central que vous voyez ici, les deux colonnes, avec un module d'écriture assez gros, c'est le texte qui a été rassemblé par Gratien, et tout autour, vous avez une glose, c'est-à-dire un vaste commentaire d'un certain Barthélemy de Brescia, Bartholomeus Brexiensis, qui est la glose la plus courante, la plus souvent utilisée pour accompagner le texte du décret. Alors, ce manuscrit, bon, il y a bien sûr le texte, qui est, alors, évidemment, le fondement de toute étude du décret, donc quelque chose qui correspond bien avec les besoins que pouvait avoir Jean Crépon, mais aussi quand même ce qui, j'espère, vous frappe, à moins que vous soyez déjà blasé, c'est quand même l'extraordinaire soin avec lequel il a été enluminé et la grande richesse d'enluminure que nous avons ici. Richesse d'enluminure, richesse aussi iconographique. Vous avez là une miniature, mais vous en avez en tout dans le manuscrit 49.
Et à cela s'ajoute le fait que le décret de Gratien, vous en avez, c'est vrai, beaucoup d'exemplaires enluminés qui existent de par le monde, mais généralement pour le nord de la France, parce que ce manuscrit a été enluminé visiblement, enfin, d'après les critiques sur le style, vers 1390 à Paris, la plupart des décrets graciens, en général, enluminés, pour le nord de la France en tout cas, la moitié nord de la France, sont antérieurs à 1350. Il est très rare, après 1350, de trouver à Paris ou dans le nord de la France des exemplaires du décret gracien qui sont enluminés. Donc c'est quand même, en lui-même, même sans Jean Crépon, déjà un objet assez extraordinaire. Et, élément supplémentaire, il n'a pas été enluminé par n'importe qui. Il a été enluminé par 3 artistes, dont 2 sont bien connus et identifiés par une critique stylistique qui laisse assez peu de doute. Alors, le premier qui est le plus important, puisque c'est lui qui a fait le frontispice et la plus grande partie des miniatures, donc 19 miniatures sur les 49, c'est un maître qu'on appelle le maître du polycratique de Charles V. C'est un artiste qui a travaillé à Paris à partir de 1372, dont on voit l'œuvre terminée au tout début du XVe siècle, et surtout qui a, comme son nom éponyme l'indique, travaillé et enluminé, qui a enluminé un manuscrit de Charles V, qui est un polycratique, donc c'est un texte du XIIe siècle qui a été traduit pour Charles V. Donc c'est un des enlumineurs, c'est un des meilleurs enlumineurs de l'époque, et donc il y a une clientèle royale, clientèle de Charles V, mais aussi du frère de Charles V, Jean Berry, puisqu'il a enluminé aussi, par exemple, quelques miniatures des grandes chroniques de France de Jean Berry. À quoi reconnaît-on ce maître-là? Le maître du polycratique de Charles V, donc on n'a pas son nom, donc on est obligé de lui donner un nom de convention à partir d'une œuvre éponyme. Ce maître se reconnaît au visage un peu chafouin, c'est le visage de fouine des personnages, le teint assez bistre, et cette manière aussi de dessiner un œil très long fendu avec la pupille au coin de l'œil, ce qui donne à ces personnages un petit côté et qui sera plus facile avec ce nouveau chapitre de l'orateur. Donc quand vous regardez ces yeux-là, ce teint un peu bistre, cette manière de fendre très long comme ça les visages, c'est en quelque sorte ces petits minois pointus. Une fois que vous avez le maître du polycratique de Charles V, vous le reconnaissez partout. C'est un artiste malgré tout assez séduisant, même si parfois on trouve que ces personnages ont un air un peu rusé, pas toujours très net. Alors il y a un second artiste que malheureusement nous ne connaissons pas, enfin, qui n'a pas encore reçu, qui n'a pas encore été vraiment identifié. Je ne pourrais pas vous citer d'autres manuscrits où il a travaillé, visiblement de la même génération, mais il est vrai beaucoup moins talentueux, puisque bon, quand on voit ces personnages un peu lourds, au front large, un peu bovin quand même, il faut l'avouer. Bon, ça n'est pas un mauvais enlumineur, mais par rapport quand même au maître du polycratique, c'est un peu moins bien. Donc lui a enluminé 17 miniatures dans ce manuscrit-là. Mais lorsqu'on regarde son style, on voit qu'on est là aussi dans le dernier quart du XVe siècle. Alors l'époque, à partir de 1380, c'est Charles VI. Le premier, le maître du polycratique, a travaillé à la fin du règne de Charles V et pendant toute la période heureuse, si je puis dire, du règne de Charles VI. Alors oui, justement, nous allons en venir. Ça sera la suite de mon exposé. Donc là, remarquez ceci, nous allons en reparler longuement. Troisième enlumineur du manuscrit, c'est une autre grande pointure du temps. C'est un artiste qu'on appelle le maître du rationnel des divins offices de Charles V, autre artiste formé sous le règne de Charles V et qui a travaillé pour ce roi-là, notamment dans un manuscrit qui était la traduction du rationnel des divins offices, c'est-à-dire un ouvrage de normalisation liturgique assez connu de la fin du XIIIe siècle, qui avait été traduit exprès pour le roi Charles V. Donc ce maître se reconnaît à quelques caractéristiques
encore. C'est surtout la stature des personnages qui sont assez hauts et surtout qui ont cette espèce de forme de sablier, c'est-à-dire que la taille un peu trop fine, lorsqu'on les voit habillés avec des vêtements serrés, la taille un peu trop fine, qui s'évase dans une poitrine, enfin la poitrine évasée, des jambes et des cuisses assez fortes. On a l'impression quand même qu'il construit tous ces personnages comme un sablier bien serré au milieu. Hein. Et aussi cette espèce de regard étonnant. Alors c'est une convention qu'on a dans mon équipe de l'appeler le maître des personnages aux yeux de rat, parce qu'il a justement cette espèce de drôle de regard un peu apeuré, très différent de celui du maître du Polycratique, qui le caractérise aussi assez bien. Oui, on n'est pas toujours très gentil pour nos artistes, mais ça permet quand même de bien se souvenir techniquement de ce à quoi il ressemble. Alors, maintenant que nous avons vu un petit peu ce manuscrit, s'il y a encore deux petites choses pour ces artistes qui me semblent assez intéressants, parce que, alors qu'à l'époque, la plupart des petits personnages que l'on trouvait dans les marges dans la première moitié du XIVe siècle ont pratiquement disparu, on les retrouve ici. Un petit peu comme si on avait voulu faire une imitation, mais complètement renouvelée avec le style parisien, de ce qu'on pouvait trouver dans les marges des décrets de Gratien, enluminés en France ou en Italie dans la première moitié du XIVe siècle. Voilà. Donc, il y a là vraiment un objet particulier. Alors là, c'est le deuxième maître, celui dont je dis que les visages sont un peu lourds, avec des mâchoires un peu épaisses. Donc, lui a tendance à faire beaucoup ces petits personnages qui sont beaucoup plus gracieux. Donc, on retrouve beaucoup de ces hybrides, jouant de la flûte, par exemple, ou ce jeune homme dont on voit juste sortir de la gueule d'un dragon. Il est suivi en cela par le troisième enlumineur que nous avons vu, donc le maître du rationnel du Divers Office, qui est l'auteur d'un certain nombre de ces petits personnages présents dans les marges. Notamment celui-là, je trouve que c'est le plus amusant parce qu'il y a là vraiment un rapport entre les miniatures et ce que nous trouvons dans la marge. Dans les miniatures, nous avons un récit, la miniature censée illustrer le cas d'une femme dont le mari est parti et présumé mort et qui finalement se remarie avec son amant. Malheureusement, le mari n'est pas mort et revient. Que fait-on? Bref, on n'en est pas encore à la résolution de l'affaire dans la présentation, ce qui fait qu'on a l'amant et la dame qui s'embrassent, et au-dessus, le beau cardinal reconnaissable à son chapeau semble être en train de bénir cette union discutable. Voilà. Donc ça vous donne un petit panorama de ce que vous trouvez dans ce très très beau manuscrit. Maintenant, nous allons essayer de revenir un petit peu à Jean de Crépon lui-même. Alors, Jean de Crépon, nous avons vu, son nom se trouve dans le manuscrit, aucun problème, et d'après ce que vous avez entendu d'Hélène Millet, les obituaires, donc ces sortes de registres, l'anniversaire des morts de tous les membres des congrégations et de leurs bienfaiteurs, mentionne aussi des livres, en tout cas pour Saint-Victor. Saint-Victor, dans les trois obituaires, à savoir ceux de Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Victor, est le seul à recevoir des livres. Parmi celui-là, donc, visiblement, la jonction se fait facilement entre Jean de Crépon et ce manuscrit. On sait donc que Jean de Crépon a été possesseur de manuscrits qu'il a légués. En est-il le commanditaire? Pour cela, je n'aurais pas pour vous amener simplement des présomptions. Les présomptions viennent de ce que dans ce décret de Gratien, on a une surreprésentation des chanoines. Les chanoines, en général, ne sont pas tellement représentés dans le niveau de décret de Gratien, on en trouve ici ou là, mais là, on en a une véritable avalanche, et dans des rôles qui sont en plus, en général, assez valorisants. Alors, il y a, avant de commencer, quand même une miniature, c'est du folio 208, qui correspond à la cause 14, donc de la deuxième partie du décret, une miniature dans laquelle il est normal que l'on trouve des chanoines. En effet, il s'agit, vous voyez les premiers mots du texte, canonici cuiusdam ecclesiae, donc les chanoines d'une certaine église, donc nous allons parler de chanoines.
Ces chanoines, d'ailleurs, sont en procès devant les évêques parce qu'ils ont fait de l'usure à des marchands et que les marchands ne paient pas. Et donc, que doit-on faire entre des chanoines usuriers et des marchands, des débiteurs qui ne veulent pas payer? Vous voyez ce genre d'envie qu'on peut trouver. Le décret de Gratien étant toujours monté de près de la même façon pour chacune des causes, chacune des distinctions. Vous avez un petit cas particulier qui est exposé, donc une dizaine de lignes en général, et qui est ensuite examiné avec les arguments pour, les arguments contre, et qui permet de tirer d'un cas particulier une ligne de conduite générale à tenir dans le droit ecclésiastique. C'est pourquoi les miniatures reprennent très souvent le sujet qui se trouve inscrit dans ce petit cas particulier exposé. C'est pour ça que les décrets graciens sont des ouvrages, des manuscrits si amusants. Donc là, aucun problème. On devait avoir des chanoines. À quoi les reconnaît-on? On les reconnaît justement à cette espèce d'écharpe, parce que vous voyez là comme une écharpe de fourrure. En fait, oui, j'ai encore perdu mon sceptre. Vous voyez cette écharpe que vous voyez là. En fait, il s'agit d'une aumus. L'aumus, c'est une sorte de chaperon, de petite pèlerine dont on peut se coiffer, dont les chanoines se coiffaient, ou qu'ils portaient à peu près en écharpe autour du cou. Ça peut adopter plusieurs formes, mais là, c'est quand même assez reconnaissable, sachant que cette petite pèlerine était généralement fourrée. Donc elle tranche par sa couleur sur les aubes ou sur les chapes qu'on peut voir aux chanoines dans les présentations. Alors maintenant nous avons vu cette miniature dans laquelle il est normal de retrouver des chanoines, je vais vous en montrer d'autres où c'est beaucoup moins normal. Pour ça, nous allons revenir sur quelques images précédentes. Si la machine veut bien suivre. Encore deux. Donc nous retournons sur cette scène-là. Il s'agit d'un mariage. Le cas, la cause dont nous parlons, c'est celle d'un homme qui épouse une prostituée qui finit par se révéler stérile. Et l'homme cherche des moyens, bien entendu, pour essayer de faire rompre le mariage. Alors, il n'y a aucune nécessité d'avoir un chanoine ici. Or, si vous regardez bien ce que ce personnage a autour du cou, c'est bien l'aumus. Voilà. Donc, déjà, un mariage. Peut-être que c'est plus simple. Ici, la cause, ou plutôt la distinction dans la première partie, en question traite des différents candidats que l'on peut avoir pour les ordres, que ce soit au diaconat, au presbytérat ou à l'épiscopat. Et, comme par hasard, dans le mineur choisi d'illustrer le choix d'un évêque, une élection qui visiblement se fait cléro et populo, c'est-à-dire d'un côté par les chanoines, dont on reconnaît à nouveau l'aumus, et par des laïcs de l'autre côté, qui laïcs quand même assez caractérisés, puisqu'on leur trouve cette espèce de col qui se termine par deux pattes de latin, qui est généralement l'attribut des juges dans les miniatures et dans la plupart des représentations de l'époque, en France du Nord tout du moins. Ici, il s'agit d'une histoire assez complexe. C'est un archevêque qui est excommunié, qui prend des sanctions contre le clerc d'un de ses suffragants, c'est-à-dire d'un évêque qui dépend de son archevêché. Donc, on voit l'archevêque excommunié ici. Enfin, la question est de savoir, est-ce que cet archevêque excommunié a le droit d'intervenir sur un clerc dépendant d'un des évêques qui dépend de lui? On voit le clerc ici. Attendez, voilà le clerc ici qui est emmené probablement en prison. Et au milieu, absolument pas mentionné par le texte,
à nouveau un personnage coiffé de l'omus, cette fois-ci, vous voyez comment vous pouvez s'en coiffer, et qui, son rouleau à la main, semble plutôt prendre la défense du clerc qui se trouve injustement accusé par l'archevêque. Donc là encore, vous voyez que le chanoine a plutôt un rôle valorisant. D'accord, la suivante. Donc nous allons continuer ces images où les chanoines n'ont normalement rien fait. Là, nous sommes à la fin d'une des premières distinctions la distinction 42, où simplement il est traité d'une autorité de saint Augustin, vous voyez ici, qui parle des règles à suivre par les moines, non pas par les chanoines, à savoir qu'un oratoire ne doit servir qu'à la prière et qu'à la récitation de l'office. Or, que voit-on ici? Non pas des moines, mais des chanoines. Donc, autre élément encore, reprenons des chanoines alors qu'on ne les attend pas. Autre élément valorisant aussi, c'est une des fonctions importantes d'un chanoine, de réciter l'office. Ici, on a encore un de ces cas complexes exposés par les calligraciens, on a des causes, où un évêque est accusé par un homme excommunié et par un enfant. Là encore, aucune question de chanoine. Cependant, l'enfant a visiblement comme avocat un chanoine bien reconnaissable encore à son nomus. Donc, encore un rôle bien valorisant du chanoine qui va au secours de l'enfant dans un procès, accusant un personnage aussi puissant qu'un évêque. Là, il s'agit d'un évêque sur son lit de mort qui désire destituer sa charge et la léguer par testament à un successeur de son choix. Là encore, sans être mentionné par le texte, des chanoines sont présents, visiblement pour dire que l'élection d'un évêque et le choix d'un successeur n'est pas le fait du seul évêque précédent. Ici, il s'agit d'une cause où l'on traite de ces clercs, en général, donc ces membres du clergé, qui, lorsqu'ils font un testament, lèguent non seulement leurs biens, mais en plus ceux de leur église. Le cas illustré ici est l'évêque, qui est en effet un clerc, en train de dicter son testament, et visiblement les chanoines qui sont représentés là viennent se disputer avec leur évêque en lui disant qu'il est en train probablement de léguer des biens qui appartiennent ou au chapitre ou à l'église cathédrale et qu'il n'en est pas question. Donc, vous avez vu la présence de tous ces chanoines un petit peu qui se glissent partout clandestinement dans les images, et si l'on fait une vue d'ensemble de toutes les miniatures où ils apparaissent, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une exaltation du rôle de chanoine, parce que le chanoine est affirmé à plusieurs endroits comme étant celui, comme les chapitres de chanoine sont ceux qui doivent élire l'évêque, visiblement, ou au moins qui doivent être présents à l'élection. Ensuite, il y a une tâche qui est évidemment donnée, qu'on a dans cette miniature, qui est la conservation et la sauvegarde des biens d'église contre les convoitises personnelles. Il y a ensuite les rôles très valorisants d'avocat de l'enfant contre l'évêque, ou celui du clerc injustement accusé par son archevêque. On a ensuite, bien entendu, la question de l'office divin, qui est un des éléments aussi importants, qu'on a vu donc des chanoines en train de rester l'office divin à la place de moines. Et on a encore le fait de dispenser les sacrements, comme on l'a vu dans la miniature, représentant une église. Ce qui fait que, si je ne peux pas affirmer que le commentaire est Jean de Crépon, on peut au moins dire que c'est un chanoine qui désire exalter sa fonction.
Or, nous sommes dans un manuscrit qui, grâce à la stylistique, peut être daté environ de 1390 par des artistes actifs à Paris, donc par quelqu'un qui, s'il n'habitait pas à Paris, y était en tout cas présent très souvent, un spécialiste du droit canonique, puisque, bon, il est évident qu'un prince ne commandera pas particulièrement un décret gracien en ligne de cette qualité. Il a d'autres textes qui sont beaucoup plus intéressants a priori pour sa bibliothèque. Et enfin, quelqu'un d'assez aisé pour arriver à faire réaliser un aussi beau manuscrit qui compte 49 miniatures par 3 artistes, dont 2 sont de très grands artistes tout court. Si bien que je trouve que le profil de Jean de Crépon se dessine assez bien, et que, vu la proximité des années, c'est-à-dire ce manuscrit réalisé en 1390 et le fait qu'il soit légué en 1420 par Jean de Crépon, on a 30 ans pendant lesquels, à mon avis, il me semble difficile qu'il y ait une cession de ce manuscrit ou une vente. Donc je présume, j'espère que vous présumerez avec moi, que Jean de Crépon en est le commanditaire et que vous avez là un des éléments de son mécénat.